J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Réalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue sur un nouveau débrief de Radio Diagonale, débrief consacré à la 15e journée de Ligue 1 Monaco qui s'est imposé sur la pelouse de Rennes 2-1. Et pour parler du match, je serai avec Patrice et Flo. Bonsoir messieurs. Salut. Salute à tutti. Alors, nouvelle victoire donc, de l'AS Monaco, les buteurs... Donc c'était Vanderson et ensuite Youssouf Fofana, donc, et réduction de l'écart par Benjamin Bourigeaud sur penalty, un penalty concédé par ce même Fofana alors que Vanderson lui a été expulsé. Il y avait peut-être une petite malédiction du côté des buteurs monégasques ce samedi soir au Roason Park. Donc peut-être heureusement qu'on n'a pas eu un troisième ou un quatrième buteur du coup. On ne sait pas à quoi on aurait pu s'attendre derrière. Mais voilà, donc victoire importante pour Monaco qui donc reste toujours dans le wagon de tête avec le PSG et Nice qui se sont également imposés sur cette 15e journée. On débute, Patrice, Flo, avec votre j'aime pas. Je vous laisse commencer, qui en a envie. Ouais, on va commencer. Mon j'aime du coup c'est notre fin de match parce que du coup après le carton rouge on pouvait craindre du coup de perdre notre avance. Malheureusement au tout début de la saison c'est un peu ce qu'on a pu voir que notre fin de match était assez compliqué. Du coup j'ai bien aimé que l'équipe réussisse à mettre ce deuxième but, réussi à tenir défensivement, même si on a encaissé quand même un penalty, mais on a quand même réussi à tenir jusqu'au bout malgré le fait que Rennes a énormément pressé, énormément poussé pour arriver à au moins égaliser. Et ça fait plaisir d'avoir enfin un match où on repart heureux à la fin. Moi j'aime pas, c'est les fautes que font actuellement l'équipe. Je trouve qu'on fait énormément de fautes, beaucoup surtout de tacles qui sont un peu rudes, quand il n'y a pas forcément besoin de tacler. On peut aussi tout à fait défendre debout. Ce qui fait qu'on prend énormément de cartons jaunes qui vont nous être entraîner du coup des suspensions sur les prochains matchs. On en a pris pas mal depuis le début de la saison. Et si on rajoute en plus ça, toutes les fautes pour contestation qu'on prend, le nombre de cartons, j'ai pas eu le temps de les compter aujourd'hui, mais il y en a quand même un bon paquet. Il n'y a pas que Golovin, il n'y a pas que lui qui râle et qui prend des cartons débiles. Déjà qu'on prend beaucoup de cartons à cause des fautes qu'on fait, parce que c'est sur peut-être notre style de jeu cette saison. Venons pas rajouter des cartons débiles qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. 22 fautes sur ce match-là. Et puis tu parlais de Golovin qui est donc co-recordman du nombre de cartons pour l'instant cette saison, 6. Il a été égalé par Zakaria. Et Monaco, équipe qui commet le plus de fautes du championnat. Voilà. Mais qui prend le plus de cartons aussi le championnat. C'est logique, on ne crie pas au scandale de l'arbitrage qui met trop de cartons. C'est l'invasion généralement. Clairement pas. Mais ça rejoint un peu l'idée aussi de cette équipe physique, qui est très physique justement. Julien Stéphan en parlait avant la rencontre. Ça a été dit aussi après. Je sais plus. Non, je crois que c'est. En écoutant un extrait là qui passait sur Twitter de l'after. Même Riolo disait par exemple qu'il était assez impressionné par l'aspect, la dimension athlétique qui se dégageait de l'ASM. Donc c'est vrai que on a quand même des beaux bébés, on peut le dire. Et c'est vrai que alors peut-être que du coup il y a un excès d'engagement aussi en même temps. Alors il y a les cartons bêtes, ça c'est une chose et ça ce serait bien d'éviter, je comprends. Mais après c'est vrai qu'il y a peut-être aussi un engagement qui est un peu peut-être un peu supérieur à ce qu'on pourrait voir en Ligue 1 du fait de cette dimension athlétique, et peut-être que les arbitres ont peut-être tendance à siffler un peu plus aussi, je ne sais pas. Bon, voilà. Après, qu'on joue rude, qu'on joue physique, qu'on joue sur notre impact, ok, mais je pense qu'on n'a pas besoin aussi souvent de faire des tacles. Donc c'est cher cette saison quand même. On a eu des pénaltys sur des tacles comme ça. Les coups francs qui sont très bien placés aussi. Je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin des fois que ça se lâche autant. C'est pas toujours très bien contrôlé quand même. Tout à fait. Après, ça nous a sauvés sur un certain moment. On pense au tacle de Maripane qui fait là contre Rennes. Après, contre Rennes, je croyais que tu allais dire celui contre Montpellier.
Après, on peut fusionner nos j'aime pas, vu que le mien c'est le même. Et donc j'enchaîne sur ce que tu viens de dire. C'est quelque chose qui se travaille réellement. L'engagement, le fait d'anticiper, que ce soit les passes ou les actions offensives des adversaires, la manière dont tu prends la balle, dont tu tacles, dont tu focuses sur la balle. Et clairement, et c'est l'autre point que j'ajouterais, c'est que moi je me souviens d'un débrief, donc c'était Monaco-Lens, il me semble, la 4e journée, où déjà c'était mon j'aime pas, on avait fait ça avec Rome, et où on avait eu ce soir-là 4 jaunes, à peu près tous, mais totalement inutiles. Alors ce soir, tu peux dire que c'est un peu plus sur des actions de jeu. Déjà, c'est un peu plus dans notre terrain. C'est presque une amélioration par rapport au début où je me souviens de cartons jaunes, mais à 10 mètres de leur but, notamment un de Vanderson, alors que le gars était déjà sorti en touche. Il a quasiment pris un carton jaune sur une faute qu'il a fait en touche. Mais c'est quelque chose que je veux dire, qui est présent depuis le début de la saison. Et qui, a fortiori, n'est pas regardé et surtout n'est pas amélioré à l'entraînement. Je ne sais pas s'il y a eu réellement un focus de fait là-dessus, mais aujourd'hui, clairement, s'il y en avait encore qui s'en étaient pas rendu compte, je pense que là, tout le monde s'en est rendu compte. On a donc, pour résumer, Golovin et Vanderson qui seront pas là à Lyon, et Salissou et non, pas Salissou, Singo et Zakaria, je me trompe pas, qui seront pas là le match d'après. Ouais. Donc on perd 4 gars. Et donc là, je pense que, encore une fois, que ce soit le staff ou les supporters ou qui que ce soit qui s'en était pas encore totalement rendu compte, bon ben voilà, là vous le savez, on prend des cartons complètement, on en prend trop, et il faut que ça soit réellement étudié et qu'il y ait une solution d'apporter des améliorations de fait à l'entraînement. J'enchaîne sur mon j'aime du coup. Oui. Et mon j'aime, ça va être un petit j'aime, mais un petit j'aime en soutien, voilà, un petit j'aime qui je l'espère, va appeler d'autres j'aime, voilà, un encouragement du jury à Balogun, parce que bon, on l'a quand même critiqué pour son côté, œillère. Je suis dans ma box et je regarde pas ce qu'il y a autour, et où je frappe, ou alors je perds la balle, que ça soit en 6 mètres ou je m'empale dans les adversaires adverses. Là, réellement, c'est un des premiers matchs où il y a eu beaucoup de jeux en pivot intéressants, où il garde la balle, où il fait les passes qu'il faut dans le jeu et dans l'espace pour ses coéquipiers. Et puis, comme par magie, ça va être récompensé par une passe décisive. Mais au-delà de cette passe décisive, c'est sur l'ensemble du match. Il y en a 2 ? Bon. Ah oui, c'est lui qui l'a fait à Fofana. Oh d'accord, bon, on va dire... Non, oui, sur SofaScore, elle est créditée pour l'instant. Après, sur la oui, mais moi, tu vois, déjà, je sais déjà que je peux déjà te dire qu'elle le sera pas, je pense. Et la première, oui, mais la deuxième, j'y crois pas. En tout cas, dans l'intention, il y en a une qui est clairement, dans l'intention, il y en a une qui est clairement plus passe décisive, parce qu'il est dans la surface, qui fait le bon geste vers le joueur seul. Mais voilà, il faut pas résumer ça à juste cette action ou ces 2 actions. Sur l'ensemble du match, il y a du mieux. Il peut encore faire davantage, je pense. Mais c'est vraiment positif de voir ça, parce que on a besoin, quand on joue à un seul attaquant devant, on a besoin d'un gars qui fait ça. Et c'était un des points négatifs de notre jeu offensif. Donc voilà. Et bien pour moi, le premier j'aime, c'est le premier match de Salissou sous les couleurs monégasques. C'est quand même chouette de le voir enfin. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est arrivé fin juillet, début août, qui n'a pas disputé la moindre minute, que ce soit même en amical. Qui n'avait plus joué même depuis le mois de mars, Hutter l'avait rappelé, et d'ailleurs je m'attendais vraiment pas à ce qu'il joue, je sais pas, il nous l'a fait un peu à l'envers là en conf, en disant ouais je sais pas s'il va jouer dans les 3 derniers matchs, on verra, j'attends le bon moment, c'est à moi de juger du bon moment pour le lancer, et en fait je m'attendais vraiment pas à ce qu'il joue, j'étais même pas certain qu'il joue sur les 3 prochains matchs, enfin Rennes compris du coup, ou alors très peu. Mais donc du coup, ça valide mon pari que j'avais fait la semaine dernière, que Salissou jouerait ses premières minutes. Je m'y attendais pas du tout, finalement. Et ben voilà, c'est arrivé. Donc un prono validé pour moi, au contraire d'Adrien et de toi, Pat.
J'étais pas loin, hein, franchement. C'était J'ai dit pas que Ben loin. Yedder serait titulaire, il n'était pas titulaire, il n'est même pas remplaçant. Voilà. Il a même pas joué. Ça. Et Adrien qui nous avait dit que lui, il voyait les deux titulaires avec Balogun. Et bah, voilà. C'est raté aussi. Donc, heureusement, j'étais là pour sauver l'honneur. Et puis, mon j'aime pas, en fait, alors c'est les duels. Les duels gagnés, 38%, 39% si on arrondit, mais sinon c'est 38,7, si je ne dis pas de bêtises. 38,7% de duels gagnés. C'est une stat, je trouve, très étonnante. On a finalement été très mauvais dans cet aspect du match. Quelque chose auquel on pense pas forcément, on voit pas forcément, mais bon, c'est la réalité. Les chiffres sont là et je trouve que voilà, finalement, c'est pas anodin s'il y a aussi beaucoup de fautes. Il y a beaucoup peut-être parce qu'il y a du retard justement dans les duels, qu'on n'est pas forcément au rendez-vous au bon moment, dans le bon timing, et c'est aussi peut-être une statistique qui reflète, enfin en tout cas deux statistiques qui peuvent se compléter en l'occurrence. Voilà. La composition. Alors la composition, du coup, on avait donc la petite surprise Salissou qui était axial gauche, retour au 3-4-2-1 du début de saison, et la petite surprise, l'autre surprise en tout cas, c'était la titularisation de Denis Zakaria en défense centrale et Maripane qui était donc relégué sur le banc. Voilà. Qu'est-ce qu'on en a pensé ? C'est à peu près tout, hein. Alors, on en pense très bien, parce qu'on aime bien Zakaria qui est défenseur central. C'est sûr, Oui. c'est surprenant que je m'attendais à... Après, c'est vrai que Camara a fait un très bon match contre Montpellier. Donc après, le voir poursuivre et du coup faire rentrer Zakaria, pas à sa place, mais plutôt à la place de Maripane, c'était pas une mauvaise idée. Le fait de revenir au 3-4-2-1, c'était pour moi attendu, du fait qu'on était à l'extérieur, qu'on a beaucoup de mal à l'extérieur quand même depuis le début de la saison. Donc tenter une défense à deux, ça me paraissait un peu... deux défenseurs centraux, ça me paraissait un peu compliqué. Donc j'ai trouvé ça logique qu'ils retrouvent ce système-là. Ouais, finalement, il y a beaucoup de changements, mais qui sont somme toute logiques. Je veux pas diminuer la gloire que tu ressens, Damien, à avoir eu ton pronostic. Mais enfin, moi, franchement, Salissou, quand même le dernier match, il était en ballottage. Oui, et puis mais là, malgré la conf de Hutter, mais je crois que tu as fait ton pronostic avant la conf de Hutter, oui. la semaine dernière, moi, je m'attendais à ce que Salissou démarre. Donc, je pense que comme l'a dit, juste pour terminer, oui. Comme l'a dit Pat, avec l'absence de Fofana, toute cette réorganisation-là, effectivement, c'est un assez gros changement parce qu'on change de système et il y a quelques gars qui permutent dans la compo de départ, mais finalement, ça fait beaucoup de sens et c'est pas très surprenant, quoi. Relancer un joueur qui n'a pas joué depuis 8-9 mois et le mettre tout de suite titulaire, c'était pas automatique pour moi. C'est qu'il puisse un défenseur central. Oui, mais voilà, tu t'attends peut-être plus à ce qu'il rentre en cours de jeu, encore qu'on fait rarement des changements à ce poste-là, qu'à débuter tout de suite une rencontre. Pour quelqu'un qui un défenseur central, mars, donc t'as moins... Ouais, tu joues à 3, t'as moins besoin d'endurance. Si tu sens qu'il bat de l'aile, tu peux toujours le remplacer. Les défenseurs centrales absents de longue haleine qui reprennent titulaire, ça arrive quand même beaucoup plus fréquemment que sur d'autres postes. Donc moi, ça m'allait, quoi. Après, on sait serein défensivement. Je dis pas, ça serait compliqué l'intégrer et tout, mais là, c'est vraiment le gros problème de l'équipe, c'est vraiment défensivement. Donc, à un moment donné, il n'y a plus rien à perdre. Même si le match d'avant fait un clean sheet, c'est un miracle qu'on ne prenne pas de but. Donc, non, il fallait bien le tenter. À un moment donné, quand même, il fallait qu'il joue, quoi. Par attendre une suspension ou une blessure pour le faire enfin rentrer, alors que tous ceux qui jouent ne sont pas forcément bons sur leur match. Donc, non, voilà, maintenant c'est fait, et puis on a pu le voir enfin jouer depuis le temps. Voilà. Avec une belle coupe de cheveux, ananas parasol. Du coup, ouais, pas une
alors, quelques petites surprises, mais en tout cas un retour à la défense à 3. Et comme tu l'avais dit, Pat, contre Montpellier, c'est vrai qu'à 4, ça n'avait pas forcément été très convaincant. Alors, surtout la première période, même s'il y a beaucoup de cadeaux qui ne sont pas forcément liés au système en réalité. Mais la deuxième mi-temps était meilleure en 4-2-3-1, ce qui n'était pas forcément le système de la première période. Mais en tout cas, là, ouais, retour au 3-4-2-1. Je pense que l'idée aussi, peut-être un peu de surprendre l'adversaire maintenant, de dire que Monaco est capable de changer un petit peu de système et de jouer un peu autrement pour un peu gêner la préparation de l'adversaire, l'analyse et tout. Parce que c'était un thème qui était quand même assez récurrent. Le 3-4-2-1 reste la formation de base qu'on a utilisée 90% des matchs depuis le début de la saison. Le problème de la défense à 4, c'est qu'on n'a pas de latéraux dans l'objectif quasiment. C'est ça. On a Singo et Ouattara. On n'a jamais vu jouer quasiment. C'est plus un plan de match. C'est des pistons, quoi. Ça peut être plus une option en cours de match. Vraiment, mais je pense que ça reste notre tactique de base. Alors, sur la première période, match qui était assez ronronnant, pas forcément beaucoup de rythme, deux équipes plutôt attentistes. Monaco qui a quand même globalement le dessus, même si Rennes a deux bonnes occasions sur corner. Globalement, ils ont été dangereux uniquement sur les coups de pied arrêtés. Mais eux rejoignent la mi-temps avec aucun tir cadré quand même. Donc ça veut dire que il y a eu petite menace sur le but, mais concrètement rien de vraiment très dangereux non plus. Puis Monaco, il y a quelques bonnes situations et surtout une, notamment la frappe de Balogun qui est bien lancée en profondeur par Fofana, et là on a un bel arrêt de Mandanda. Mais voilà, sinon il n'y a quand même pas énormément de choses à retenir. Une frappe de Singo aussi à la 5e. Voilà. Pas une très belle première période, en tout cas pas forcément très, très emballante, très captivante. Mais je retiens les mots de Fofana à la mi-temps en disant il suffit d'un but pour que la rencontre se débride. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé, puisque Monaco marque assez vite. 51e minute, Patrice, le but de Vanderson, du coup, qui est bien décalé par Balogun. Ouais, et assez surprenant. Sur le coup, j'avoue qu'en plus, Balogun a quand même l'opportunité de pouvoir frapper. Il arrive par un petit crochet à se démarquer un peu. Donc pour moi, il a l'opportunité de frapper sur la gauche. Et du coup, il voit bien Vanderson qui est là depuis un petit moment quand même. On voit qu'il lève la masse, qu'il est complètement démarqué. Et du coup, ça fait plaisir de voir que Balogun lui transmet le ballon. Et Vanderson juste revend parfaitement après Mandanda à l'opposé. Faut quand même parler du décalage de Golovin. C'est quand même ça qui crée toute l'action. Golovin qui fait une passe magnifique pour Jacobs qui transperce deux lignes rennaises, et c'est ça qui leur met un petit peu ils sont en panique un peu après, et du coup sur le centre fort de Jacobs, justement ça cafouille, ça finit dans les pieds de Balogun, c'est presque un peu heureux, hein. Et puis là effectivement Vanderson tout seul, il le voit bien, il a la vision et la comment on va dire, la lucidité de le voir et de lui mettre. Et là, c'est finalement relativement facile pour Anderson de le mettre dans le but, même s'il faut le faire. Et là, donc, du coup, comme je disais, et comme ça avait été annoncé par Fofana, la rencontre se débride complètement. On a quand même Rennes qui se projette beaucoup plus vers le but, qui prend beaucoup plus de risques offensivement dans ses mouvements, mais voilà, pas non plus de grosses occasions de la part de Rennes, enfin en tout cas pas avant la 79e minute, et une parade de Keun sur la tête de Théat, encore sur un coup de pied arrêté. Mais c'est vrai que sinon il y a aussi des belles situations côté monégasque, notamment un centre de Vanderson qui est très dangereux dans la surface. On a également aussi une belle
une frappe de Balogun qui finit à côté. On a une frappe de Minamino aussi sur une petite déviation en aile de pigeon de Balogun. Donc ça rejoint aussi un petit peu voilà, l'aspect plus joueur, plus altruiste de Balogun sur cette rencontre pour le coup. Mais il y a quand même un premier fait de jeu à la 79e, si je dis pas de bêtises, avec l'expulsion de 78e. 75e 15e, ouais. 75e. Donc l'expulsion du coup de Vanderson, deuxième faute. Messieurs, qu'est-ce qu'on en pense? Je crois que Patrice, toi tu l'as. J'ai déjà pu en discuter avec d'autres aussi. Journalistes notamment en l'occurrence, puisque j'étais au journal après le samedi soir, et pour la plupart, eux la trouvent logique et méritée, et moi j'ai pas du tout cet avis là par exemple, donc est-ce que je suis peut-être trop supporter? Pour moi c'est un jaune, mais c'est un jaune qui donne derrière un carton rouge. C'est là que tu trouves que c'est un peu sévère, mais je te dis, sur un des ralentis que j'ai vu, moi, on le voit qui prend le pied et qui fait une sorte de petite semelle. D'accord, parce qu'il ne prend pas non plus la cheville, hein, mais il prend l'arrière du pied, donc il fait une sorte de petite semelle. Après, de toute façon, il n'a pas utilisé la barre du tout, il a donné directement. Hein, Ouais, il a attendu que l'action se développe, c'est l'avantage. Oui, ça, il va direct. Ouais, c'est pour l'ensemble de notre œuvre, on va dire, hein, presque depuis le début de la saison. En fait, en fonction de l'angle de la caméra, moi j'ai revu l'action plusieurs fois avant qu'on fasse le débrief maintenant, et en fait les pieds sont côte à côte, et en fait Vanderson frôle le pied mais lui marche pas dessus. Donc si la caméra est mise comme ça, t'as l'impression qu'il lui marche sur le pied, mais en fait il lui marche pas vraiment sur le pied, il lui frôle le pied. Bon, c'est une faute, parce qu'à un moment donné, où est la faute? Ça aussi, il va falloir en discuter avec les arbitres de Ligue 1. La faute non cartonnée, elle devient de plus en plus rare quand même. Donc là, pour le coup, on peut rien dire, parce qu'on prend tellement de cartons jaunes, et il y en a très très peu qui sont non justifiés. Après, celui-là est quand même un peu sévère, quoi. Ouais, moi, je le trouve, et puis ça vient juste avant. Tu as parlé des grosses actions de Rennes. Je crois que tu en as raté une, parce qu'il y a deux grosses actions en fait qui font suite à ce carton rouge. Oui. Tu as l'action de Théâtre, mais juste avant, il y a Minamino qui sauve aussi un but tout fait, hein, sur une perte de balle de Fofana complètement débile, et il sauve. Donc on a Minamino et Keun qui nous sauvent coup sur coup, et ça finalement ça vient juste après le carton rouge, qui va vraiment galvaniser les Rennais pour se dire bon allez, on fait quelque chose, parce que jusque là ils faisaient pas grand chose. Il y a un déséquilibre de l'équipe forcément qui s'installe, donc il y a un changement rapide derrière l'expulsion de Vanderson, avec les entrées pardon. 5 minutes, hein rapide, il y a 5 minutes quand même, hein. Ouais. Oui, après disons le premier changement, il est à 79e. Oui, d'ailleurs en fait c'est bizarre, parce qu'en fait il me semble qu'au moment où Vanderson se fait expulser, on a très vite le présentateur, le commentateur en bord terrain qui dit Diatta va rentrer, et on a l'impression que la rentrée va être imminente. En fait, c'est vrai que je trouve l'entrée finalement assez longue, assez tardive par rapport au moment de l'expulsion, mais on a l'impression qu'il pouvait rentrer beaucoup plus vite, parce qu'en plus Rennes à la 76e fait un changement, donc il y a un temps de jeu, il y a un arrêt de jeu. Mais c'est vrai que je m'attendais à ce que Diatta, notamment, puisque c'est lui donc, qui a remplacé Minamino pour ensuite se placer en tant que piston droit, je m'attendais à ce qu'il rentre un peu avant, ou dans un arrêt de jeu précédent. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. Alors après, évidemment, il y a quand même une réaction entre guillemets rapide aussi, dans le sens où il attend pas 10 minutes. Mais oui, je sais pas pourquoi ça a autant traîné. Est-ce qu'il y a eu autre chose qui fait qu'il a pas pu le faire tout de suite? Est-ce que Diatta n'était pas assez chaud, assez près? J'en sais rien, je sais pas. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'arrêt de jeu, mais alors attention, parce que du coup Minamino, position de latéral droit ou de piston droit, enfin bref, nous sauve un but. Est-ce que Diatta aurait fait finalement énorme coup de Hutter de laisser Minamino piston droit, et qui est sur la trajectoire de cette frappe rennaise, quoi. Mais non, mais effectivement, je crois que c'est juste. Il sort juste après ça, en plus. Ouais, je pense que tout de suite après, il a pas, comme tu l'as dit, il a pas le temps. Et en fait, il n'y a pas d'arrêt de jeu pendant 3-4 minutes.
Et donc, je pense que c'est juste pour ça en fait qu'il y a un décalage de 4 minutes entre le carton rouge et la sortie de Minamino pour Diatta. Bon voilà, du coup on a aussi le changement de Diop qui remplace Camara qui avait pris un carton très tôt dans le match, à la 13e minute. Alors lui, pour le coup, il y a une vraie faute, une vraie vilaine faute d'ailleurs, un tacle. Alors le geste et l'exécution est mauvaise. Après, l'intention pour moi elle était bonne, mais c'est le geste qui était mauvais. Mais voilà, c'est vrai que ça augure une fin de match peut-être un peu difficile, et finalement, Patrice, contre toute attente, on va faire le break. C'est ce que je disais dans mon formule, dans mon jet, c'est ça qui est assez surprenant, c'est que même si on a moins, on le sait qu'on peut avoir des contre-attaques, celle-ci ne parle pas non plus follement, parce que du coup on remonte le ballon, du coup il y a un relais sûrement fait avec Balogun à un moment donné. Moi je l'ai quasiment pas vu, mais il est crédité pour l'instant. Ici, bon, il sera sûrement pas. Ça doit être au milieu du terrain, quoi. Au milieu du terrain, je pense. Voilà, Fofana remonte vraiment le ballon. On voit les décalages qui se font. Je râle parce que du coup, il fait pas la passe à Vanderson qui est seul sur le côté. Et il choisit l'option la moins probable, pour moi en tout cas, c'est de frapper à ce moment-là. Alors que du coup, il a des options qui se font, mais c'est vrai que personne ne vient sur lui en fait. C'est ça. Même les défenseurs sont comme nous, attendent tellement qu'il va faire la passe, qu'ils s'écartent de lui pour prendre les marquages sur les côtés. Et du coup, il y a une petite ouverture qui est choisie, et du coup il met son troisième but en 3 matchs. Alors attends, on est en train de me dire dans l'oreillette que Théat est encore en train de reculer en ce moment même. Voilà, c'est ça, ouais. Il a déjà parcouru 40 km depuis hier soir, mais on n'a pas encore d'idée précise sur sa destination finale. On a un record du monde. Voilà. Il y a une tentative visiblement de rejoindre la pointe la plus extrême du Finistère. À voir où ça nous mène. Restez connectés, on vous donnera des nouvelles la semaine prochaine. Il est totalement lunaire, ce but. Comme tu le dis, je pense que personne ne le voit venir, mais c'est effectivement Rennes qui, un peu à la rennaise, quand ils sont pas en confiance, c'est vraiment un club qui a une dépendance au streak, comme on dit en anglais, c'est-à-dire à la confiance et à la dynamique actuelle. En ce moment, ils sont pas en confiance. Et là, tu as quand même, je pense qu'ils sont, on est 3 contre 3. C'est sur une action où tu sens que y a forte chance effectivement que Fofana décale sur la droite pour conserver la balle. On est quand même à la 85e, il reste plus que quelques minutes. Et en fait, comme tu l'as dit, il lui laisse tellement de place qu'il se dit allez, pourquoi pas. Il se rend compte qu'il est quasiment dans la surface. Alors qu'il a en plus souvent tendance à forcer ses frappes, ce qui fait qu'il les rate. Là, il fait un plat du pied. Un rat de terre. Voilà, un rat de terre. Donc c'est vrai, c'est totalement improbable. Et même sécurité, il s'affronte pas le poteau. C'est vraiment juste qu'il faut pour que ça rentre. Pour compléter, on a un plongeon de Mandanda qui est digne d'un plongeon de Nubel à son prime quand même. On est à peu près sur la même énergie et la même dynamique. Donc voilà, tout but improbable, très clairement. Tu le disais, Pat, non, ou tu l'as dit, je sais pas, tout à l'heure, ou alors c'était en off, troisième match consécutif où il marque. Improbable, encore plus. Encore plus improbable, ça donnera peut-être lieu à un pari de la part de Flo, visiblement. Oui. Quel dommage pour Rome, du coup, qui n'avait pas pu parier qui avait parié sur un but de Fofana, mais un petit peu trop tôt. Voilà, la grosse cote, mais bon, il a raté, c'est raté. Donc Monaco qui mène 2-0, et là on se dit que ça va être plus facile. D'ailleurs, Adi Hutter s'est dit aussi que ça allait être plus facile, et finalement pas du tout, puisque après le buteur Vanderson expulsé, le buteur Fofana qui provoque un penalty sur Désiré Doué. Qu'est-ce qu'on en pense de la faute L'attaquant, c'est très bien. Du coup, il voit Fofana arriver, et tu le vois, il fait un mouvement de recul pour se prendre Fofana. Il joue très bien le coup. Ouais, après Fofana est derrière, et donc ça c'est quand même une faute bête parce que il est quand même un peu décalé, l'attaquant. T'as pas besoin de t'empaler dedans. Je suis d'accord avec toi, l'attaquant joue bien le coup, mais par contre, de l'autre côté, Fofana joue mal le coup. Il y a un excès d'engagement. Et surtout à cet endroit-là de la surface où c'est pas
critique où tu as des joueurs devant, ou voilà. Bon, il n'est pas obligé de la faire et je pense qu'il s'en veut. Tu vois, quand l'arbitre siffle penalty, il a un peu la tête basse et il comprend bien que c'était pas et c'était vraiment pas une faute obligatoire. Non, bah ça non. Et donc là, pas de miracle, Keun qui encaisse le but pris à contre-pied par Bourigeaud et ensuite il y a 6 minutes de temps additionnel quand même avec toutes ces péripéties qui font que Monaco va quand même un petit peu se faire peur sur la fin et notamment surtout sur une belle frappe de Najida que Keun va quand même aller chercher. Belle claquette de sa part. Main opposée, ouais. Ouais, exactement. Voilà, il y a aussi une occasion de théâtre mais qui n'est pas cadrée en toute fin de match. Mais donc voilà, Monaco qui tient quand même. Je pense que peut-être pas prendre trop de risques en disant que l'année dernière, on aurait sans doute fini à 2-2 ce match-là. C'est très probable. Voilà. Maintenant, bon, dans le contenu, Monaco n'a pas forcément été l'équipe la plus dangereuse au final sur les demi-temps. En tout cas, on regarde les expected goals. Rennes finit quand même globalement très fort avec le 1,7 alors que nous on est à 0,89 mais si on regarde le chemin parcouru entre la première et la deuxième période, Rennes en a 1,47 sur la seconde période uniquement. En même temps avec 0 tir cadré en première période c'est difficile d'espérer faire gonfler les chiffres. Mais voilà, et pourtant voilà, Monaco semble avoir des meilleures situations en deuxième période qu'en première, mais finalement non, c'était quand même un peu plus dangereux en première période qu'en deuxième période. Bon. C'est un match où en fait les deux gros temps forts auront été pas du tout en accord avec le score, parce que notre temps fort, on peut dire, c'est peut-être la fin de la première mi-temps où on a quand même 2-3 occasions et où on marque pas. Et leur temps fort, c'est la fin de la deuxième et là, c'est nous qui marquons. Donc, c'est assez rare pour le mentionner. Généralement, les équipes marquent dans leur temps fort et là, c'était un peu sur la tête, tout ça. La rencontre, du coup, moi, personnellement, ça me laisse un petit côté un peu mitigé, un truc un peu bizarre, c'est-à-dire que on en reparlera aussi peut-être au niveau des tops, c'est-à-dire qu'on va mettre des tops des gens qui ont marqué, mais qui en même temps ont des choses qui, en temps normal, auraient peut-être tendance un peu à plomber l'appréciation du match. Donc c'est un peu étrange, et c'est vrai que, voilà, comme tu dis, cette rencontre, on a l'impression que ça a été un petit peu à l'envers. On se demandait si finalement il y avait des joueurs qui n'étaient pas finalement enfin en tout cas si Hutter utilisait bien tout son effectif, notamment sur certains aspects là sur les remplacements, sur la compo de départ, il y a eu des surprises, on l'a dit, il y a eu des changements qui se font en général assez tardivement. On revient aussi forcément sur la dynamique, en tout cas sur le jeu proprement parlé, qui est aussi moins bien qu'en début de saison. Voilà, il y a des choses qui sont un petit peu moins bien, mais pour l'instant on continue d'avancer, donc c'est quand même bien aussi. Mais je sais pas, voilà, on se demandait un petit peu si on pouvait faire mieux, si Hutter en tout cas pouvait faire mieux dans l'utilisation de son effectif. Ouais, bon, je vais passer très vite sur le lancement de débat le plus laborieux de l'histoire, hein, j'annonce déjà. Du coup, je suis là, je t'attrape au vol. Mais très vite sur le fait que je continue, malgré qu'il marche sur l'eau en ce moment, 3 buts en 3 matchs, et que c'est le nouveau, comme je disais en off, Michel Platini, numéro 10, Youssouf Fofana. Je pense que pour moi, il continue d'être dans un rôle qui ne lui sied pas, et il devrait jouer plus bas. Après, encore faudrait-il qu'on ait quelqu'un pour jouer à son poste actuel. Moi, je penserais à Zakaria, mais en ce moment, on en a peut-être plus besoin en défense. Mais oui, après, il y a aussi ce côté Balogun titulaire, Ben Yedder sur le banc qu'il a. Alors, encore une fois, encore plus criant, ne rentre même pas. Pour un système où tu as quand même 2 offensifs et un attaquant. Donc, finalement, très peu de joueurs qui sont
sur ton 11 titulaire totalement à vocation offensive, tu peux toujours dire les pistons montent, etc., etc. Mais dans un système comme ça, il faut quand même un attaquant qui participe beaucoup au jeu. On l'a vu quand même en début de saison avec Ben Yedder, ça fonctionnait quand même mieux. Parce que c'est quand même, jusqu'à présent, encore une fois, on a dit, et c'était mon j'aime, il y a des progrès du côté de Balogun sur le côté participation. Bon, enfin, ça reste que c'est pas encore au niveau de Ben Yedder. Ben Yedder, il joue quand même souvent ce rôle de passeur, ce rôle de 9,5, et puis il joue presque 2 postes en un, quoi, où il participe au jeu, mais il va être aussi à la finition. Balogun, il y a du mieux, mais ça n'en est pas là. Donc, je pense qu'il y a des réflexions aussi là-dessus. C'est un système où tu as besoin d'avoir un attaquant qui participe, et Balogun, même en progression, n'a pas ce profil-là. Donc, surprenant de pas voir Ben Yedder rentrer. Ça fait partie des questionnements. Voilà. Et toi, tu avais aussi, Damien, le questionnement de est-ce qu'il fallait finalement faire démarrer Salissou comme il était absent de longue date. Bon, ça, c'est peut-être... Ouais, moi la question c'est plus est-ce que finalement la compo alignée par Hutter n'était pas la meilleure possible. Alors si on reprend toutes les interrogations qu'on peut avoir, en l'occurrence en attaque, mais voilà, par rapport aux blessures, on peut imaginer que si aujourd'hui dans cette équipe-là, on avait par exemple un Caio Henrique à la place de Jacobs, si on avait alors Mbolo à la place de Balogun, reste à savoir si justement il en profiterait pas pour changer et passer à 2 attaquants. Est-ce qu'en tout cas l'équipe serait meilleure avec un 3-4-1-2, un seul meneur et ses 2 attaquants. On a aussi alors le choix du coup de faire redescendre Zakaria. Est-ce que Zakaria c'est mieux que Maripane en défense? Mais du coup, est-ce que le milieu Camara-Fofana c'est plus performant ou pas que le milieu Fofana-Zakaria? C'est toute cette question aussi un peu de compensation. J'ai quand même envie de penser que finalement pour moi, Hutter a quasiment aligné la meilleure compo possible qu'il a aujourd'hui à disposition. C'est-à-dire que Jacobs, il n'a pas le choix de toute façon. Enfin, il y a Ouattara, mais on peut pas dire aujourd'hui qu'il est au-dessus de Jacobs, puisqu'on peut pas. Il a joué 10 minutes en Ligue 1 dans sa carrière et il a pas de rythme pour l'instant. Donc Puis Jacobs a son meilleur niveau à l'AS Monaco en ce moment, hein, le meilleur niveau qu'il a jamais eu, qui est pas un niveau. C'est pas Ligue des Champions, mais enfin. C'est moyen. Ouais, voilà. Mais voilà, et finalement, alors après, c'est une question de préférence. C'est vrai que moi, j'ai jamais été très fan de Maripane d'une manière générale. C'est pas un joueur que j'apprécie particulièrement, en tout cas dans le profil. Hein, j'insiste, hein, je parle pas du garçon, hein, mais c'est pas un profil qui me plaît beaucoup. Et c'est vrai que j'ai tendance à être un peu plus séduit par la présence de Zakaria en défense, qui apporte une touche qui n'est pas défenseur aussi non plus, donc il y a quand même des gestes défensifs qui sont pas forcément très bien assurés, mais il y a quand même un geste technique en plus, il y a des projections vers l'avant qui permettent aussi d'apporter un peu le surnombre dans certaines zones. J'aurais envie de dire, est-ce que pour moi un Ben Seguir ne serait pas un meilleur qu'un Minamino s'il était titulaire aussi? Mais globalement, voilà, c'est des joueurs. On parle aussi par rapport à des joueurs qui sont absents, et globalement par rapport aux joueurs qui là pour l'instant sont présents, c'était peut-être finalement la meilleure compo qu'a pu en mettre en place Hutter sur ce match. Je t'attends, Patrick. Patrick. Alors, Patrick. Tactiquement, alors on n'attend pas Patrick? Tactiquement, pour moi, c'est le mieux à faire. La tactique qu'il met en place, parce que l'une, t'as que 2 attaquants disponibles, donc je vois mal un système avec Ben Yedder et Balogun en ce moment. Parce que du coup, tu n'aurais personne sur le banc pour remplacer, donc ça paraît logique. La défense à 4, comme j'ai dit, pour moi, c'est compliqué du fait que tu n'es pas de vrais latéraux. T'as que Singo qui peut jouer ce poste-là, mais derrière, tu as des profils de pistons. Donc, autant utiliser une tactique, tu utilises les pistons. Donc, pour moi, c'est la tactique qui est la mieux adaptée à l'effectif. De toute façon, elle a été faite comme ça. Ensuite, sur le choix des hommes, tu as quand même, à l'heure actuelle, dû aussi aux blessures, tu n'as quand même pas non plus 50 choix à faire. Damien, il les a lissés, donc je ne vais pas les relister. Les choix sont bons, en tout cas, sans le résultat du match donne raison à Hutter. Pour moi, là où on peut critiquer Hutter sur ses choix, c'est les choix durant le match, pas sur la compo de départ. Bon, certaines, si, on pourrait, mais là, en tout cas, pour ce match-ci, non. Par contre, le fait qu'il fasse
très très régulièrement des changements très tard dans le match. Généralement, surtout s'il gagne ou s'il y a un match nul, il va pas chercher à faire de changement. Avant la 70e minute, c'est très loin, quoi. De toute façon, tu as le droit à 5 changements maintenant, hein, donc on n'est plus dans le système, tu n'avais que 3 changements, donc il veut les garder le plus tard possible, quoi. Il a vraiment la possibilité de donner un peu de sang frais à son équipe, surtout quand il y a beaucoup de cartons. Parce qu'au moment où Vanderson prend son carton, ils sont déjà 5 joueurs avant un carton. Hein, donc je pense qu'on peut déjà anticiper beaucoup plus tôt, sachant que tous tes défenseurs ont un carton, plus t'es mieux, et du coup un piston. C'est très risqué. Et le carton rouge, il était quasiment après moi, quoi. Surtout qu'on, depuis le début du match, on fait énormément de fautes. Voilà, donc, et c'est souvent dans le match que je trouve qu'on voit des joueurs qui commencent un peu à tirer la langue et que sur le banc, on a quand même des solutions qui pourraient aider. Voilà, je suis plus favorable comme à faire des remplacements. Il y a par exemple aussi la question d'Akliouche qui n'est pas rentré non plus. Alors évidemment, il n'a pas pu faire un changement normal, entre guillemets, à partir du moment où on s'est retrouvé à 10 aussi. Mais imaginons, enfin, il aurait pu aussi faire ce changement peut-être avant. Alors là, finalement, ça a peut-être bien aussi tourné dans le sens où s'il avait, imaginons, s'il avait fait un remplacement d'un Minamino qui n'était pas forcément très bon par Akliouche à la 60e, que tu te retrouves à 10 à la 75e, est-ce que tu fais sortir par exemple Minamino, Akliouche, après un quart d'heure parce qu'il faut faire rentrer Diatta à la place pour remettre un piston, ou alors, tu vois. De toute façon, encore une fois, tu as 5 changements. Moi, je vais essayer de vous relier tous les deux dans ce débat qui je sens que vous allez tuer femmes, enfants et famille. Vous êtes en train de... C'est vraiment assez minime ce que je critique sur les suiveurs. Le dernier point que je vais aborder, c'est le fait qu'il ne fasse que des changements poste pour poste. C'est très bien. Alors là, sur ce match-là, ça compte pas parce qu'il y a un carton rouge et tout, donc c'est pas ça. Mais sur les autres matchs, c'est très régulièrement qu'il fait du poste pour poste, alors que par exemple, l'équipe ne gagne pas. Et du coup, il reste toujours dans son même schéma. Il ne va pas chercher à changer les choses et à mettre plus de monde devant, par exemple, ou sur les ailes, ou au cœur du des jeu. fois, si. Des fois, c'est quand même assez rare. Regarde contre Metz. Il a pris tous les risques possibles à la mi-temps pour gagner, quoi. Il repasse avec un seul 6, il y a 2 attaquants, 3-10. Enfin, il a mis toute la cavalerie, par exemple, sur ce match-là. Mais moi, je suis d'accord avec Patrice. C'est quand même souvent que je la fais, celle-là. Mais je rigolais tout à l'heure pour vous dire que vous êtes là, on va vous tirer. Pas du tout, je pense que vous étiez... Mais pour relier un petit peu ce que disait Damien sur le fait qu'il y avait un 11 qui était quand même ce qui pouvait se faire de mieux, plus ou moins, et le fait qu'il ne fasse pas de changement, je pense qu'effectivement, on n'est pas loin d'être dans le mieux. Moi, je suis d'accord avec Patrice, il ne change pas beaucoup de tactique en cours de match. C'est quand même assez rare et un peu trop rare. Mais pour en revenir sur le 11 de départ, on va dire qu'il y a quand même, on le sent, il y a peut-être 2-3 petites interrogations. On a globalement un 11 de départ qui est bon. Mais justement, dans ce genre de configuration-là, où on va dire qu'un Balogun titulaire, c'est un peu ça reste quelque part un petit point d'interrogation. Un Minamino titulaire, ça reste un petit point d'interrogation. Dans ce contexte-là, c'est justement là où tu dois faire des changements plus tôt, parce que tu sais qu'un Ben Yedder va quand même t'apporter au moins autant qu'un t'apporte Balogun. Tu sais quand même qu'un Akliouche, qui était quand même bon sur les derniers matchs, va au moins t'apporter autant qu'un Minamino. Fait que c'est dans ce contexte-là qu'il devrait... Oui, mais voilà, bon, il y a des hauts et des bas. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce contexte-là, je pense que justement, il sent que s'il change, comme le disait Patrice, du poste pour poste, il n'y a pas quand même des gaps gigantesques entre les joueurs, mais on n'est pas complètement persuadé de ceux qui doivent démarrer pour certains postes. Justement, fais des changements plus tôt, essaye de mettre une autre dynamique. Un Minamino, le changer plus tôt. Comme on le disait, tu as 5 changements, tu n'en fais que 3. Donc tu peux tout à fait faire un changement d'extra pour mettre Diatta. De toute façon, ça, c'est un changement d'urgence, le changement sur le carton rouge. Donc, tu le fais par-dessus, tu peux sortir le mec que tu as fait rentrer, on s'en fout. Mais effectivement, c'est un peu trop redondant quand même, ces changements à la 75e et plus, voire à la 80e et plus. Et il y a quand même, on est encore, je dirais qu'on est à 95% certain du 11 type, peut-être à 90%. Mais justement, utilise ces changements
pour peaufiner, pour affiner, voir encore une fois le poste d'avant-centre, le pendant à côté de Golovin. Je pense que c'est des postes, voire même le poste de Camara, qui fait un match, on va dire, grand maximum moyen sur ce match-là. Et ben justement, utilise ces changements pour pouvoir en voir d'autres et pour pouvoir... en l'occurrence, Camara, il y avait peut-être pas énormément de remplacements, on va dire évidents, vu qu'on a Matazo blessé, etc., etc. Mais je pense qu'il devrait, en tout cas, clairement, il devrait utiliser plus ces changements, quoi. Et ça, c'est un truc qu'il ne fait pas. Bon, tu vois, là, je regardais les plans de jeu de l'effectif. Tu as 13 joueurs qui ont plus de 450 minutes. Derrière ça, tu as Matsima qui en a 300. Et en dessous, après, c'est inférieur à 100 minutes. Donc, en fait, oui, on est l'équipe en Ligue 1. Avec très, très, très peu de joueurs. Ils tournent avec 13 joueurs. Alors que pourtant, paradoxalement, je crois qu'on est l'équipe qui a le plus de joueurs, qui a utilisé le plus de joueurs. Ah non, je pense que tu te trompes, c'est l'inverse. On est l'équipe qui a utilisé le moins de joueurs en Ligue 1. Alors attends, je vais vérifier ça. Ah, c'est une grosse différence. Il me semble que c'est... Moi, je crois que c'est l'équipe qui a utilisé le moins de joueurs en Ligue 1, justement. Donc Non, mais t'as raison. Ça rejoint ce que dit Patrice. Ouais. 22, oui. Dû aux blessures aussi. Oui, on peut dire même alors qu'on a des blessures, des suspensions, on arrive quand même à en utiliser pas tant que ça. Bon, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais ce que disait Patrice est très vrai. Il y a trop de gars à qui on donne pas assez leur chance, quoi. Et ça, avec les hausses et les baisses de forme de chacun, il faut utiliser ce temps-là pour voir un petit peu quelles sont la forme des gars sur le banc. Oui, mais oui. Est-ce que tu as envie, par exemple, de voir un peu plus Matsima, par exemple? Non, mais un Akliouche et un Ben Yedder qui rentrent même pas. Non, mais un Akliouche et un Ben Yedder qui rentrent même pas. Oui, pour les deux, oui. Et non seulement tu as envie de les voir, mais t'as pas envie de les voir 5 minutes. Donc là, pour le coup, il reste sur le banc jusqu'au coup de sifflet final, quoi. Ouais, et Dan Diop qui a autant de temps de jeu que Boadou, par exemple. Ouais. Après, voilà, c'est juste le mot, c'est juste le nom. Tu dis Boadou, je ris. Hein, donc, au milieu d'une phrase, tu dis Boadou, ça me fait rire. Ben Seguir a joué une demi-heure en tout, mais bon, les blessures. Matazo, par contre. C'est les blessures qui fait ça. Voilà. Matazo, 96 minutes. Salissou, bon, là, 90. Ouattara, 9, mais il vient d'arriver. Ouais. Enfin, globalement, il y a quand même une régularité aussi dans le choix des hommes, des joueurs, voilà. Là où il y a plus peut-être d'interrogation, c'est la présence ou non, par exemple, d'un Maripane ou d'un Zakaria en défense, ou d'un Ben Yedder ou d'un Balogun en attaque. Mais bon, là, ça fait quoi? Ça fait 4e ou 5e match consécutif que Balogun est titulaire. Bon, il a quand même vraiment aujourd'hui une tendance, et il n'y a plus trop de doute aujourd'hui sur le choix, la préférence du Teur. Hein. Oui, mais enfin, t'es Ben Yedder aujourd'hui, tu vois qu'il y a eu 3 remplacements sur 5 de fait et que t'as pas joué une seule minute, tu te dis quoi? Tu te dis qu'il y a peut-être une circonstance particulière qui fait que justement on n'a pas fait tous les changements, quoi. Non, mais il faut espérer, voilà. Moi, j'espère que si tu subis sur la fin du match, honnêtement, c'est pas Ben Yedder qui va t'apporter quoi que ce soit devant. Tu vas privilégier un Balogun qui peut justement prendre l'espace, la profondeur avec plus de vitesse plutôt qu'un Ben Yedder, a priori. Oui, mais enfin, ça dépend des angles dans lesquels tu vois les choses. Un Ben Yedder peut plus tenir le ballon, peut plus le garder. Donc, ce genre de choses, c'est pas non plus comme si on voulait jouer en contre. On voulait surtout garder la balle et attendre que le match se termine. Donc, un Ben Yedder, tu peux dire, va tenir beaucoup plus le ballon qu'un Balogun. Donc, non, je suis pas d'accord. Par contre, ce que je pensais, que j'ai pas bien compris ce que tu avais dit. J'ai cru que tu pensais qu'il y a des circonstances spécial de point de vue de Ben Yedder, c'est-à-dire qu'il était en manque de forme, qu'il avait un physique qu'on ne connaissait pas, ou si c'est juste le contexte du match, pour moi le contexte du match, tu peux quand même le faire rentrer, c'est le contexte il va du te match, tenir le ballon. Je pense que non, c'est le contexte du match qui fait qu'il rentre pas, parce que alors il est rentré contre Montpellier, donc dans un contexte, j'ai envie de dire peut-être normal, où on finit à 11 contre 11, peut-être effectivement il rentre à la 80e, j'en sais rien, tu vois.
Mais là, je pense que c'est clairement ça qui décide des choix derrière et qui influe sur ça. D'ailleurs, le changement, la panique du changement Maripane à la 90e, tu vois, ça sent clairement le changement panique. Hein. Ouais, en tout cas, on sent que c'est un gars qui prépare bien son équipe, mais depuis le début de saison, on sent que sur l'adaptation en cours de match, c'est peut-être pas le coach de l'année, quoi, pour résumer. Que ce soit dans l'utilisation des changements, que ce soit dans les changements tactiques. Tu l'as dit, Damien, c'est arrivé une ou deux fois, mais moi je suis tout à fait d'accord avec Patrice. Il y a eu très souvent, clairement, des besoins de renforcer défensivement ou de changer pour pouvoir justement avoir plus de gars devant. Et on sent qu'il n'est pas encore dans ce truc-là. Au niveau de l'adaptation en cours de match, il y a peut-être un peu mieux à faire. Je pense qu'il y a quelque chose de mieux à faire. Après, est-ce qu'il n'y a quand même pas aussi du mieux sur l'aspect défensif? Alors, si on met de côté, évidemment, le match de Paris, parce que ça, c'est... Voilà. Bon. Mais tu prends pas de but... Aussi. Hein? Ouais, c'est ça, Montpellier aussi. Ouais, mais oui, alors c'est vrai, il a dit on est chanceux, c'est vrai, c'est clair que. Mais en même temps, c'est peut-être plus aussi comme il a dit, c'est peut-être plus des horaires individuels que vraiment un problème de système, d'animation défensive. Là, contre Rennes, finalement, tu en prends un sur un penalty, mais les meilleures occasions rennaises, elles sont 3 sur 4, elles sont sur des corners. Et pas forcément toujours avec des tentatives cadrées. Donc est-ce que finalement il n'y a quand même pas aussi un peu de mieux dans son travail au quotidien sur l'aspect défensif? Je pense que tu as oublié les matchs de Magassa, les matchs de Maripane du début de saison. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu as oubliées là. Et je pense il y a une certaine part de chance qu'il ne faut pas négliger. Je veux dire, Le Havre, le 0-0, bon, ok, c'est surtout un penalty, etc. Mais enfin, on n'est pas serein totalement. Et puis, il y a des matchs en début de saison où voilà, la sérénité, c'est plus les hommes. On sent que quand Zakaria Singo, c'est clairement, et Singo avec un cran au-dessus, c'est des hommes qui te permettent vraiment d'avoir une meilleure assise défensive. Est-ce que c'est le... Après, tu as raison, c'est un schéma tactique que maintenant on a joué et rejoué, donc il doit y avoir un certain confort pour les joueurs. De là à dire, à ce qu'on soit extrêmement serein, parce que même contre une équipe de Rennes, honnêtement, c'est une équipe moribonde, eh ben, ils arrivent quand même à se créer pas mal d'occasions. Hein. Et même, tu l'as dit, mais cette tête de Guéry qui passe à quelques centimètres du poteau en première mi-temps, on a une ou deux trucs, mais à chaque fois, c'est des problèmes de marquage. Sur des coups de pied arrêtés, c'est quand même les bases de la défense. Ouais, donc mais on n'y est pas dans la première de défensive. Théâtre, est-ce que c'est normal de voir Singo lâcher le marquage comme ça? Après, Guéry, c'est un duel aérien perdu par Jacobs. Honnêtement, perdre un duel aérien face à Guéry, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi, mais bah, Jacobs l'a fait, donc voilà. Quelque part, on n'est pas tellement surpris. Mais non, mais voilà, tu vois, c'est quand même, on est sur du 1 contre 1, on est sur du marquage, on n'est pas sur de l'animation défensive non plus, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que même si sur les coups de pied arrêtés, on a toujours le choix de la défense individuelle ou du marquage en zone. Enfin, voilà, ou du mélange. Ça, c'est vrai qu'il y a des écoles. Il y a des gens qui préfèrent mélanger, il y a des gens qui préfèrent miser uniquement sur l'individuel, d'autres qui préfèrent que faire de la zone. Ça aussi, voilà, c'est des choix qui sont faits, mais j'ai pas l'impression que ce sont les choix qui sont peut-être en cause sur ces deux actions dont on parle. Moi, je te rejoins. Contrairement au début de saison, il faut oublier qu'on en prenait quand même régulièrement 3 ou 2 par match. Et je trouve qu'il y a quand même du mieux sur les derniers matchs. Il faut oublier que là, si on prend les 5 derniers matchs, il n'y a que le PSG qui a réussi à nous mettre un but dans le jeu. On est sur et le penalty de Rennes. Et que le PSG qui a mis des buts dans le jeu. Après, on parlait aussi de l'animation, etc. Des erreurs individuelles, mais c'est vrai que si on parle aussi d'individualité, il faut aussi reconnaître qu'il y a une progression très nette de Philippe Keun depuis quelques rencontres aussi. Et ça aussi, ça fait une différence quand même. Ces arrêts qu'il avait pas tendance à faire
en début de saison, maintenant il est fait. Est-ce que ce serait pas une transition vers les top tops flops, ça? Il serait temps, parce que il serait temps. C'est ça. Ben moi, je te fais des passes D, je te raccroche au vol, je fais ce que je peux. Hein. Merci Fofana. Ah merde, putain. Mais pardon. J'enlève ce mot. Pardon, YouTube. Mais en tout cas, c'était mon top. Hein, Keun, effectivement, on est quand même content. Je pense que le débat de Radio Diagonale a vraiment changé la donne. Il a dû écouter le débat de Radio Diagonale où on se demandait si Keun était vraiment la solution. Il a dit comment ? Je suis pas la solution encore. Après, juste après le débat, il se prend un lob de 55 mètres par Camara. Mais... Oui. Juste après. Disons que c'est. Non, mais un ou deux matchs, dans les matchs qui ont suivi ce débat-là, on va dire depuis 3-4 matchs, honnêtement, il y a une certaine sérénité. On sent que effectivement, il a pris une certaine ampleur et une certaine confiance dans ses arrêts. Sur ce match-là, il fait 3-4 arrêts, dont au moins. Alors, il y a des frappes qui lui viennent un peu dessus, mais souvent parce qu'il est bien placé. Sur des centres qui vont vers le second poteau, on voit qu'il se décale. Enfin, il y a une vraie bonne technique de gardien. En termes c'est vraiment une gestion des angles, hein, le poste de gardien. Une gestion des angles, une gestion de où je me pose par rapport à où le ballon va se trouver. Et on sent qu'il est plus confortable, plus dans son élément. Et il fait cette sortie, cet arrêt claquette main opposée en fin de match. Comme depuis quelques matchs maintenant, il sait faire de bons arrêts. Donc, vraiment, tant mieux. Hein. Ouais. Pat, Fofana pour toi. Alors, enfin, Keun aussi, mais bon. Oui, comme Flo n'avait pas envie d'en parler. Il n'y a rien à lui reprocher dans son match. Voilà. Alors que Fofana, malheureusement, il y a le penalty qui peut nous coûter très cher à la fin et qui est bête en plus. Clairement, cette faute, on peut l'éviter. À côté de ça, moi j'ai beaucoup aimé son match. Je m'attendais à ce qu'il nous fasse un beau match. Ça faisait quand même 2 matchs là qu'il était en pause, un pour suspension, l'autre pour faire cacamou. Donc du coup il avait le temps quand même bien se reposer, d'être en forme pour ce match aussi. Donc, j'ai beaucoup aimé du coup son impact au milieu de terrain, ses portées de balle, le fait qu'il met ce but qui est improbable dans son style de jeu. On n'a pas l'habitude de le voir faire ça. Pas mal de récupération. Alors, il y a encore du déchet comme dit. Alors moi je trouve quand même que son match il a commencé vraiment à être bien à la 41e, surtout dans les choix, parce que c'est là où il fait sa bonne passe pour Balogun, mais avant tous les choix étaient globalement assez mauvais, hein, je trouvais. Après dans la distribution, match, on n'est pas dedans. Pour moi on commence vraiment à jouer à partir de quasiment la demi-heure de jeu. Avant ça c'est très moyen, et plus Rennes limite qu'il y a le ballon. Juste si je peux faire une parenthèse, cette très bonne passe pour Balogun, c'est typiquement illustratif ou illustrateur de ce qu'est Fofana, c'est-à-dire que cette passe, elle n'est pas du tout parfaite. Il y a l'idée, c'est de dire je le mets dans la zone où il peut aller prendre la course, mais en fait cette passe, elle est un peu trop sur le côté, un peu en arrière. Donc c'est typiquement le Fofana, c'est-à-dire que sur les actions techniques offensives, c'est pas un gars qui est élite plus, c'est même pas du gros niveau de Ligue 1. Mais bon an, mal an, des fois il a en tout cas la bonne idée. Donc effectivement cette passe, elle passe bien au-dessus des défenseurs. Balogun finalement se décale un peu plus sur la gauche et arrive quand même à déclencher une frappe. La passe aurait été meilleure, peut-être que Balogun a une meilleure action et peut-être qu'il a plus de chances de mettre un but dessus. Mais voilà, c'est un peu, moi je dirais ça illustre bien Fofana. C'est un gars qui ne sera jamais parfait techniquement, et dans le rôle qu'on lui donne, il faudrait un gars qui soit bien meilleur techniquement. Mais bon an, mal an, et en prenant de la confiance et en voulant probablement devenir Tchouaméni ou autre, ou quoi ou qu'est-ce, et partir dans un grand club, il va mettre 2-3 buts peut-être, et puis il va faire des choses. Mais enfin bon, il y a à boire et à manger. Hein. Il y a quand même des contres qui sont foirés à cause de lui, des actions de but adverses parce qu'il perd des ballons complètement de manière obscure. Voilà. Ouais, autant sur le reste, je peux être d'accord, mais sur l'action même, sur la balle, pour le coup, là je te trouve sévère. Regardez-la. Je vais la re-regarder tout de suite après. Ce soir à Canal+, à la question de Tchouaméni de où est-ce qu'il jouerait l'année prochaine, il a dit si tout se passe bien, je jouerai à Monaco. Je l'ai pas encore relé. Ça veut dire que si tout se passe mal, ça veut dire qu'il part. Ça veut dire que ça se passe mal s'il doit partir. Ça veut dire que c'est nous qui allons le pousser dehors. Non, t'inquiète pas. C'est Fofana qui a répondu ça ?
Ouais, si tout se passe bien, il a laissé un petit blanc et il dit je jouerai à Monaco. Donc, c'est bizarre comme formulation de dire que. Ne nous laissons pas avoir. Non, c'est très bien. Il rêve de plus haut. Voilà, et que s'il n'est pas parti cet été plus haut, justement, c'est parce qu'il n'y avait rien qui est tombé plus haut. Hein. Alors, il y a Manchester qui a fait une offre de prêt, mais Monaco ne voulait pas d'un prêt, il voulait d'une vente, ce qui est logique. Donc, regardons bien, en tout cas, quand il partira dans un plus grand club, regardons bien comment ce club-là l'utilisera. Voilà, no comment. Moi, je suis pas non plus, je suis pas un spécial. Enfin, je l'ai déjà dit plusieurs reprises. C'est pas le profil de joueur qui me plaît beaucoup, à qui je vois pas non plus forcément une grande carrière derrière, quoi. Enfin, il fera une belle carrière, je pense quand même, mais je le vois pas dans un gros club type comme Tchouaméni, quoi. Ou alors, en tout cas, il s'y imposait. Voilà. Le problème, je pense que c'est que lui, dans sa tête, lui, c'est clair ici. Oui, bon, après, on va pas lui reprocher de douter. Non, d'être ambitieux. D'être ambitieux, voilà, exactement. Il a raison de vouloir le meilleur aussi pour lui. Et c'est tout à son honneur. Enfin, genre, pour le coup, tu vois, c'est vrai qu'on a souvent quand même critiqué des joueurs qui partaient à West Ham, Aston Villa. Bon, Aston Villa, en ce moment, ça marche bien pour eux, mais tu vois, qui partaient dans des clubs un peu seconde moitié de Première Ligue parce que il y avait l'oseille, parce que l'Angleterre, l'ambiance et tout, etc. Ce qu'on peut entendre, mais bon, tu vois, en termes de projet sportif, on était quand même sur des trucs un peu moyen, tu vois, pas terrible, et du coup en mode qui justifie en mode j'ai été convaincu par le projet sportif. Après, il marche très bien. Non, mais tu vois, il aurait pu partir pour 35 millions à Nottingham Forest, gagner, doubler, voire tripler peut-être son salaire par rapport à celui qui touche à Monaco, qui d'ailleurs pas si élevé que ça, il me semble. Alors, pas si élevé que ça, évidemment, par rapport à toi, à ton SMIC, un peu plus. Hein ? Il n'a pas reprolongé il n'y a pas longtemps. Non, c'était une option qui avait été levée. C'était pareil que Dissasi. Oui, vu qu'il vient de Strasbourg, je pense pas qu'il a une. Ouais. Voilà. Et du coup, il aurait pu largement, parce que je crois alors c'était les chiffres de l'équipe qui étaient sortis là, qui font ça chaque année. Il était autour de 220, 240 par mois, ce qui est un très bon salaire évidemment, mais par rapport à ce que touche un Ben Yedder à 650, par rapport à ce que prenait Nubel, par rapport à ce que chopait Gelson Martins, voilà, il était quand même assez en dessous, il venait juste de rentrer péniblement dans le top 10, tu vois. Donc aujourd'hui, par rapport aussi à sa stature, à son importance dans l'équipe, qu'il soit quand même un vice-capitaine, genre, il pourrait limite avoir au moins 3, être à 300, tu vois. Bon, après, donc c'est pour ça, tu vois, il pourrait largement, sans doute financièrement, trouver mieux en Angleterre s'il avait signé par exemple à Nottingham Forest qu'il voulait. Voilà, il a préféré autre chose, et c'est tout à son honneur encore une fois, d'être ambitieux et de vouloir le meilleur aussi, hein, donc voilà. Oui, et puis ne nous voilons pas la face, et moi je veux pas dire ce que je n'ai pas dit. Le jour où il partira, il nous manquera. C'est quand même un joueur qui compte beaucoup dans notre entrejeu. J'aimerais qu'on l'utilise mieux. Je pense qu'on l'utilise à 80% de ses capacités quand on pourrait l'utiliser à 100%. Mais ça reste un joueur qui nous fait beaucoup de bien. On va pas se cacher derrière. Après, c'est à lui aussi de jouer à 100%. C'est peut-être tendance des fois un peu à choisir un peu les matchs. Ouais. Et il nous manque un flop, non, de votre côté? Il n'y a pas un autre flop? Ou un top, ou un autre top, plutôt, je veux dire. Un top, c'est Vanderson pour moi, qui jusqu'à son expulsion était pour moi le meilleur joueur du match, très clairement. Je trouve que j'étais un peu énervé de son expulsion, que je trouve sévère. Et voilà, donc un but, beaucoup d'efforts, beaucoup d'impact. Du coup, peut-être un peu trop, une énergie qu'il a peut-être mal canalisée aussi, et qui lui vaut cette expulsion, mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'interceptions aussi, donc c'était vraiment un bon match dans l'esprit, dans la mentalité, dans toute l'énergie qu'il pouvait déployer,
Et je l'ai trouvé bien sur ce match-là. Donc, bon, malheureusement, ça s'est fini prématurément pour lui. Et comme je disais, c'est un peu surprenant, du coup, que finalement, un mec qui provoque un penalty et un mec qui provoque qui est expulsé arrive quand même à finir dans les tops de la rencontre. C'était particulier. Les flops, on en a 2. Patrice. Ouais, j'ai pas le deuxième, mais du coup, oui, pour le premier, moi, c'est pas un flop vraiment, c'est celui qui est le moins en vue peut-être du match. Moi, c'est Camara, qui du coup fait une faute sévère très très rapidement et prend un carton jaune, donc du coup, après, il est sous la menace pendant tout le match. Pas mal de petits ballons qui sont perdus, qui essayent de jouer en première intention, et du coup, des fois, les passes sont un peu ratées, donc voilà, il y a un peu de déchets. Qui joue un peu trop musclé. Après, c'est son jeu. Mais bon, il a déjà un carton, donc continuer comme ça le reste du match, c'est assez dangereux. Et c'est pour ça, à mon avis, que Luther le sera pas un mauvais match non plus. On compare avec le match d'avant, par contre, il y a un gap. Il fait un très très bon match contre Montpellier. Mais voilà, je pense que les plus de trouver un ton en dessous et plus là-dessus que j'ai le moins apprécié du match. Après, j'ai revu la passe de Fofana pendant le laps de temps. Et bon, effectivement, ouais, ok, d'accord, c'est vrai qu'elle... Mais elle est peut-être un peu touchée par Bélocian, je sais pas, elle donne l'impression d'être déviée, que Bélocian manque un peu sa tête, mais peut-être qu'il l'effleure assez pour la dévier, parce qu'effectivement, après le rebond, elle part un peu vers la gauche, un peu bizarrement. Après, voilà, c'est quand même une passe... pas évident à trouver aussi. Une passe fofanesque. Il en a fait des plus belles. T'as des passes fofanesques qui marchent pas, là, ça va dans les pieds de l'adversaire. Mais en tout cas, t'as les passes fofanesques qui marchent. Elles sont pas terribles. C'est pas des passes à la Golovin. Hein. C'est pas des passes. T'es pas en amour avec le toucher de balle, mais voilà, t'as l'impression avec un bloc, avec j'ai envie de dire avec un pied, avec une agilité certaine, il arrive quand même à la mettre à peu près dans la zone où il faut, quoi. Mais bon, après, voilà, c'est quand même la meilleure, sa première bonne action du match aussi pour lui. Donc, oui. Ouais, c'est quand même... parce qu'avant, c'était raté. Mon flop, pour moi, j'avais envie de mettre Golovin, en fait. Parce que... alors, sur le but, il est impliqué. C'est vrai qu'il fait un superbe décalage pour Jacobs. Et ce qui montre en même temps que Monaco dépend énormément de Golovin dans son animation offensive. Le problème pour moi, c'est que ce genre d'action de la part de Golovin, on l'a vu une fois hier, et pour moi c'est clairement insuffisant en réalité. Donc voilà, c'est pour ça je trouve qu'il a été il a été trop effacé, un peu trop fantomatique. Et voilà, c'est pour ça que je pense que c'était pas un très bon match de Golovin hier. Pas assez impactant, pas assez influent sur le jeu. Voilà. C'est quand même encore le gars qui est le seul qui sait à peu près garder le ballon, qui sait à peu près bonifier les ballons. C'est pas son meilleur match, c'est clair, mais disons que c'est deux... je trouve qu'il a pas bonifié grand-chose hier, justement, c'est ça. Ouais. C'est pas de très gros flops qu'on donne, là, on va dire. On peut être content de ça. C'est quand même pas des... Voilà. Voilà, du coup, on va terminer avec les paris pour Lyon, messieurs. Monaco-Lyon, vendredi soir. Alors, c'est pas un gros pari de mon côté, mais pour moi, on va faire enchaîner un 3e clean sheet à domicile. Ok. Et moi, je vois bien un 3-0 ou un 3-1, et je vois surtout un gros Balogun qui va profiter des largesses de la défense lyonnaise. Et là, paf, Ben Yedder titulaire. Et là, exactement ce que j'allais dire. Mais en tout cas, ça serait dans un peu naturel, parce qu'il fait un meilleur match. Il a une passe décisive, voire peut-être 2, on ne sait pas, mais pas de but. Et voilà, il mériterait presque finalement dans son évolution plutôt positive d'avoir un peu plus. Maintenant, ça fait combien de matchs qu'il n'a pas marqué, le petit Balogun? Il a marqué au Parc. Donc, Oui, c'est vrai. Voilà. Mais bon, voilà, je pense qu'il pourrait... Voilà. Mon prono, en tout cas, c'est
c'est bon match de Balogun et au moins un but. Et ben moi, je vais dire un match où on finit à 10. On finit à 10, mais peut-être pas que Monaco. Peut-être que Lyon. Si, j'imagine un peu un match que Lyon va pourrir. Je sais pas pourquoi. Je sens un match où Lyon va foutre la merde et va nous faire chier. Voilà. Un peu à l'image de ce qui s'était passé en 2020-21, si je dis pas de bêtises, avec nos ingénieurs Goebbels, Pellegrini, là. La bagarre générale. Je sais pas, j'imagine un match très tendu, j'imagine un match avec pas mal peut-être de provocation, une attitude détestable des Lyonnais, et qu'on va un peu en payer les pots cassés. Ça va pour nous, il n'y a pas de Golovin sur Voilà, mais c'est un peu habitué contre Lyon à péter les plombs. Ouais, je sais pas, je sens qu'on va en payer les pots cassés et qu'on finira pas ce match à 11. Voilà. Bon. C'est vrai que l'absence de Golovin, ça va faire quelque chose. Hein. Bon voilà ce qu'on pouvait dire du coup sur cette rencontre. Donc classement, Monaco qui reste 3e puisque Paris de toute façon restait premier, mais Nice finalement a battu Reims 2-1 également, donc statu quo en tête, même si on peut quand même noter, c'est aussi la bonne nouvelle, que Lille a perdu un petit peu de terrain, ils ont perdu 2 points par rapport à nous, voilà, un match nul contre Clermont 0-0, Reims aussi. Ouais, alors Lens qui a perdu aussi 2 points, un triste 0-0 également, et puis Reims, du coup, donc qui jouait Nice, qui a perdu, parce que Reims était quand même pas si loin, hein, au final, ils ont pas mal reculé, mais ils étaient quand même pas si loin. C'est Brest, du coup, qui se repositionne un petit peu avec leur victoire 1-0, mais voilà. En tout cas, 3 points d'avance sur Lille, c'est peut-être aussi l'info finalement à retenir de cette 15e journée, le fait qu'on revienne, une victoire, on reprenne une victoire d'avance. 4. 4 points ? 4 points d'avance, ouais. Ok. Ah bon ? Moi, j'ai 27 et 30, moi. Oui, voilà. Ah bah alors, ça, ok. Ce qui me semblait. J'ai fait le classement de tout à l'heure, donc je me dis merde. Donc voilà, une bonne opération quand même, évidemment, et puis on va essayer d'espérer que Monaco ne se rate pas contre Lyon vendredi prochain, match à 21h en ouverture de la 16e journée, donc on le rappelle avec les absences de Vanderson et de Golovin. Donc voilà, c'est pas forcément non plus les meilleures conditions. Et Lyon qui vient d'ailleurs de s'imposer, on l'a peut-être pas forcément dit, mais Lyon a battu Toulouse 3-0. Alors Toulouse qui est aussi en difficulté, mais bon, peut-être que du coup pour Lyon, ça va peut-être être un peu le début d'une petite remontée pour eux. En tout cas, il y a du mieux dans le contenu depuis l'intérim de Pierre Sage depuis 3 rencontres. Donc à voir, en espérant évidemment qu'on ne soit pas non plus lésé face à eux. Merci. Je m'étais trompé pour Lille, hein. Donc oui, c'est bien 3 points. Ouais. Mais on a eu aucun doute, hein, en fait. On était sereins, on était sûrs de nous. Donc voilà, merci Pat, merci Flo, merci à tous de nous avoir suivis, et puis évidemment on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Salut à tous et Dagebunego, ciao ciao. Et bisous.